Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette présentation de la circulaire de rentrée qui a été concertée et qui est en attente d'accord de Yolande, publication je au pense que ton micro cabinet. est coupé. Je t'invite à le relancer. Non, Non, il n'est pas coupé. On m'entend? Oui, Oui. oui, 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 oui. oui, 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 on m'entend? oui, très bien. Oh, bon. Donc, je redis bonjour à tous. Merci d'être présent à cette présentation. Donc, je voulais signaler que la circulaire a été concertée et que les différentes remarques et modifications ont été intégrées et elle est en attente d'accord de publication du cabinet. Donc, nous espérons une publication rapide avant les congés d'été, si possible. Euh, alors, euh, je vais avancer dans le PowerPoint. Donc, on va aborder d'abord le point Jedi. Donc, Jedi est un outil important pour tous pour communiquer avec l'administration. Donc, vous êtes invité à ne pas doubler vos envois dans Jedi par d'autres moyens pour éviter les pertes, les doublons et les confusions. Donc, pas doubler avec un courriel ou avec un envoi papier. Vous êtes invité aussi à essayer de ne pas attendre la date limite d'envoi pour envoyer vos documents, mais dès que les documents sont prêts, de les envoyer au fur et à mesure pour permettre un encodage plus fluide aussi de la part de nos agents. Par contre, évitez d'envoyer des dossiers incomplets parce que sinon, eh bien, on risque de perdre de vue la tâche dans l'attente d'un document qui doit arriver ou de croire qu'il s'agit d'une nouvelle tâche toute neuve, alors qu'en réalité, il s'agit toujours du même dossier. Dans le suivi des dossiers, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de pop-up en cas de remarques ou de retour de l'administration sur des tâches à corriger, mais vous avez l'information dans votre liste des tâches, dans votre tableau de bord JEDI, et donc vous êtes invité à ce moment-là à corriger uniquement le document dans la tâche et à ne pas relancer une nouvelle tâche. Alors, en ce qui concerne la qualité aussi des documents scannés, nous vous invitons à veiller à ce qu'ils soient lisibles et fiables. Par exemple, une photo à partir d'un GSM est souvent difficilement lisible. Euh, et aussi d'être le plus complet possible par rapport aux informations à fournir. En ce qui concerne les suivis de tous les congés, absences et disponibilités, vous êtes invité à indiquer clairement le nombre de périodes des prises en commentaire, ce qui facilite le contrôle. Donc, je suis à la dia 5. Donc, elle ne s'affiche pas euh, la dia 5. elle ne s'affiche pas. Excusez-moi, je vais reprendre. Tu ne partages pas ton... Si, mais je t'entends pas en fait. Ah bon? Et donc, hop, voilà. Hop.
Voilà. Donc, création du BASIM avant. Juste avant. Juste avant. Jedi. Ouais, j'étais sur du Jedi. Donc, j'étais dans le suivi des congés absences dispo. Donc, indiquer clairement le nombre de périodes prises en commentaire facilite le contrôle et évite les dépassements. Donc, vous êtes invité, par exemple, à indiquer le nombre d'interruptions de carrière déjà prises par le membre du personnel et ce genre de choses. Pour la gestion des nominations et des expériences utiles métiers, nous vous rappelons que les tâches ne sont pas prioritaires en rentrée et seront traitées selon la disponibilité des agents par rapport au travail plus urgent, tel que la mise en paiement des nouveaux temporaires et ce genre de choses. Pour le support technique Jedi, donc vous savez qu'il y a une permanence technique qui est accessible aux établissements scolaires et donc vous êtes invité à les contacter de préférence via le mail appui.école@cfwb.be, mais aussi par téléphone au 02 413 20 20. Euh, pour préparer au mieux la rentrée prochaine qui s'annonce difficile, nous vous invitons aussi à rentrer le plus rapidement possible tout ce qui est congé, absence, disponibilité pour les définitifs qui sont déjà connus et l'envoi des doc 12 pour les définitifs. Et ceci pour améliorer, pour anticiper au mieux la rentrée. Alors, cela ne concerne pas tout le monde, mais certains établissements sont au courant donc de la modification du circuit de formation pour les formations du brevet de du brevet d'infirmier hospitalier qui est déplacé vers l'enseignement supérieur de l'enseignement pour adultes et qui devient un diplôme de bachelier en infirmier responsable en soins, non, du bachelier assistant en soins infirmiers, qui, par le fait qu'il est obtenu dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, permet des perspectives d'évolution de carrière plus favorables à ceux qui en sont détenteurs. Et donc, dans cette optique, cette réforme va bloquer la délivrance des diplômes dans le secondaire du plein exercice avec des actions au sein de chaque réseau et PO pour basculer la formation dans une école déjà existante ou à créer de l'enseignement pour adultes. Toutes les informations ont été diffusées dans la circulaire 9706 du 22 avril dernier et les différents réseaux ont eu des explications avec toutes les parties prenantes de l'administration, ce qui est assez peu courant pour être souligné. Donc, il y avait des représentants de la DGEO, de la DGSVR pour le comptage et les aspects pécuniaires, mais aussi Monsieur Bikins pour les aspects statutaires et nous-mêmes. Alors, les nouveaux décrets programmes qui viennent d'être adoptés par la Fédération Wallonie-Bruxelles apportent beaucoup de modifications dans les congés, les absences et les disponibilités. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er mai dernier, toutes les données en la matière doivent être transmises via la nouvelle application CAMAT
congé, absence, maladie, maternité et accident du travail, qui est appelé à remplacer les REC ou les RIM que vous envoyez précédemment. L'avantage, c'est que donc, vous pouvez envoyer chaque absence le plus rapidement, signaler les absences maladie le plus rapidement possible, sans attendre la fin du mois. Et si ça dépasse, si l'absence, le certificat concerne plusieurs mois, vous pouvez directement renseigner toute la période en cause sans attendre, sans devoir rappeler chaque mois que l'absence se prolonge. Donc, ça permet d'être plus au fait des réalités, d'éviter des indus, parce qu'on liquiderait une subvention de traitement alors que le pot maladie est dépassé et voilà, et une meilleure gestion de vos congés maladie. Alors, pour les accidents de travail, vous êtes invité à, à laisser l'absence comme étant une maladie, une absence maladie normale tant que le service des accidents du travail ne l'a pas reconnu comme étant un accident de travail. Donc, vous devez prendre le CAMAT pour une absence ordinaire. Et une fois que l'accident du travail est reconnu, alors vous pouvez mettre le DI 23 pour signaler que l'absence est reconnue dans le cadre d'un accident du travail, et ce qui permet d'immuniser le pot des absences consécutives à l'accident du travail. Alors, petite incise sur la particularité des accidents hors service avec tiers responsable. S'il y a des cas, le membre du personnel peut décider de subroger ses droits à la communauté française. Et dans ce cadre, si l'assurance du tiers responsable rembourse les absences du membre du personnel, celui-ci retrouve ses absences dans son pot de maladie. Donc, il y a une adresse particulière et les annexes 13 et 13 bis pour ce cas particulier, pardon. En ce qui concerne le décret programme, donc la première grosse mesure prise concerne les absences pour maladie sans certificat. Celle-ci était limitée précédemment et donc à partir de l'année scolaire prochaine, elles seront limitées à 3 jours par année scolaire. Et le quatrième jour que prendrait le membre du personnel sera donc de considérer comme une absence non réglementairement justifiée de plein droit, sans qu'il y ait nécessité de fournir une annexe 14 et avec récupération directe de l'indu. C'est le service de l'administration qui va comptabiliser ces absences et informer le membre du personnel quand il aura atteint les 3 jours. Et dès le quatrième, alors, donc, il sera donc de plein droit en absence non réglementairement justifiée, comme nous l'avons signalé. Donc, pourquoi c'est centralisé au niveau de l'administration? Parce qu'il y a des membres du personnel qui peuvent être dans différents PO et dans différents niveaux d'enseignement. Donc, ce sera comptabilisé par membre du personnel sur toutes ces attributions. Alors, par ailleurs, petit rappel sur la circulaire qui est parue au mois d'octobre pour rappeler les obligations en matière de maladie et du membre du personnel. Il y a un nouveau certificat qui a été édité à cette occasion. Et donc, pour rappeler que le membre du personnel doit bien utiliser ce nouveau modèle expressément, dans lequel il y a les coordonnées, il doit indiquer
lui-même des coordonnées GSM et ou adresse mail pour qu'il puisse être convoqué à un contrôle. Précédemment, donc, le médecin contrôleur se présentait aux différents domiciles du membre du personnel. Ce cas est devenu exceptionnel. À présent, le médecin contrôleur invite le membre du personnel à se présenter à une heure précise à sa consultation via un SMS ou via un mail. Et donc, les membres du personnel doivent être attentifs en cas d'absence, de bien vérifier leur adresse mail et ou leur GSM en vue de cette convocation, car la non-présentation à cette convocation équivaut à un refus de contrôle dont vous recevez les notifications. Le mi-temps thérapeutique, on en a pas, je ne l'ai pas vu passer. Ah, il vient après, pardon. Je pensais que ça allait venir maintenant. Alors, en ce qui concerne les fameuses DPPR, n'est-ce pas? Donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret qui limite à 24 mois les DPPR qui sont demandés à partir de janvier 2027, donc qu'elles soient partielles ou totales. Alors, pour la loi fédérale sur la réforme des pensions est parue le 27 mai dernier, donc elle s'applique depuis le 1er juin. Ce qui veut dire que toutes les demandes introduites avant le 1er juin 2026 peuvent bénéficier des dispositions transitoires en matière de date P. C'est-à-dire que la date de pension communiquée dans le cadre d'une demande de DPPR sont garanties si la demande a été introduite avant cette date. Au-delà, nous aurons de nouveau un dispositif transitoire. Donc avant, c'était date Michel et date Di-Rupo. Et bien maintenant, ça va être l'ancien régime et la nouvelle date Yambon, avec les nouvelles conditions. Donc, il y a aussi une transitoire pour ceux qui auraient pu bénéficier d'une DPPR au 1er juin 26. Ils gardent encore cette disposition transitoire pour la date P. Maintenant, il y a un gros impact sur le calcul de la pension. Et là, les dispositions transitoires ne sont valables que pour les personnes qui ont bénéficié d'une DPPR avant le 1er février 2025. Donc, tous ceux qui ont entamé une DPPR après cette date sont concernés par les modifications du fédéral concernant le calcul de la pension. Donc, maintenant, nous allons débloquer la signature de toutes les demandes de DPPR. Ça veut dire que nous allons accorder des DPPR de plus de 2 ans, mais il faut quand même que vos membres du personnel soient conscients de l'impact pécunier qui les attend à l'issue de cette DPPR au moment de la pension. Première mesure, dans le calcul de la pension, le fait d'avoir une pénalité de 2 à 5% en fonction de l'année de naissance par année de pension anticipée si le membre du personnel n'atteint pas au moment de sa pension anticipée. Donc c'était 35 ans à 256 jours et 7020 jours. oui, c'est ça. Donc 35 ans à 250 c'est 156 jours. C'est 156 jours de travail. 35 ans à 156 jours de travail et 7020 jours. Donc, 7020 jours, c'est quand même une bonne quarantaine d'années à 156 jours de travail, hein. Donc, voilà. Donc, l'attention est quand même attirée à ce niveau-là. Donc, pour avoir une idée, c'est les membres du personnel nés après 1970 qui auront 5% de pénalité par année. Et ceux nés en 1962, c'est 2%. Donc, voilà. Autre modalité dans ce calcul, la DPPR à partir de janvier 26 n'intervient plus que pour 24 mois dans le montant de la pension. Or, la durée
d'assises du calcul du montant de la pension va s'élargir. Donc, elle était actuellement à 10 ans. Elle va rester à 10 ans pour ceux qui sont nés en 1962. Elle passe à 11 pour ceux qui sont nés en 1963. Elle passe à 12 pour ceux qui sont nés en 1964, etc. Donc, dans les 12, 13, 14, 15 dernières années, il n'y a que 2 années de DPPR qui vont compter comme de l'activité de service totale. Les autres, s'il y a plus d'années, ce sera le montant réellement perçu par le membre du personnel et non ce qu'il aurait dû percevoir s'il était encore en activité de service. Donc ça, ce sont des modifications importantes à signaler à vos membres du personnel. S'ils veulent se rétracter, au niveau de leur DPPR, elle est annulable tant qu'elle n'a pas commencé. Mais une fois que la DPPR a commencé, c'est fini, c'est trop tard, c'est irréversible et c'est jusqu'à la date de pension. Voilà. Donc, pour la rentrée prochaine, ceux qui pensaient démarrer une DPPR au 1er septembre pourront se rétracter jusqu'à fin août. Après, ce sera trop tard. Alors, autre modification. Excusez-moi, j'avais une question par rapport Oui, à mais la loi. on va revenir aux questions après, si vous voulez bien. Vous notez votre question et on répondra à toutes les questions après, à la fin du développement. Alors, en ce qui concerne donc la disponibilité maladie, le montant de la disponibilité maladie va être porté à 60% pour le personnel enseignant à partir du 1er septembre 2026, sauf reconnaissance de maladies graves et de longue durée par le MEDEX. Donc, par exemple, un membre du personnel qui est actuellement en disponibilité maladie et qui ne revient pas l'année prochaine en activité de service, ça va passer automatiquement à 60% au 1er septembre 2026. Ça va? Alors, en ce qui concerne le mi-temps thérapeutique, qui était donc pour des périodes de 6 mois renouvelables sans limite dans le temps, est maintenant, à partir de cette rentrée-ci, limité à 2 fois 2 ans, enfin 2 fois 24 mois par 10 ans sur la carrière totale. Et la partie non prestée va être ramenée à 60% au lieu de 80%, sauf reconnaissance de maladies graves et de longue durée par le MEDEX, antérieur évidemment au mi-temps thérapeutique. Cela veut dire qu'un membre du personnel actuellement en mi-temps thérapeutique qui prolongerait l'année prochaine, eh bien, il sera mis à 60%. Si avant son mi-temps thérapeutique, il avait été reconnu en maladie grave et de longue durée, il lui appartiendra de le signaler à l'administration pour être ramené alors à 100% sur la partie donc non prestée. Et si tel n'est pas le cas et qu'il voulait pouvoir bénéficier de la reconnaissance maladie grave et de longue durée, il devrait d'abord, évidemment, revenir en activité totale de service, réépuiser son pot de maladie et tomber en dispo pour pouvoir être convoqué devant le MEDEX. Alors, comme vous n'ignorez pas, le plein exercice connaît une très très importante réforme pour le degré supérieur, où le degré supérieur passe en 22e au lieu de 20e. Et donc, cela va immanquablement impacter les membres du personnel qui sont également dans ce niveau d'enseignement et dans l'enseignement pour adultes et tout ce qui est congé absence dispo, tout ce qui est congé pour prestations, congé, enfin, qu'on appelle détachement, voilà, également mieux ou moins bien rémunéré.
Et j'attire votre attention aussi sur le fait que la nomination admise avec l'enseignement pour adultes ne peut pas dépasser l'unité. Donc, il faudra être attentif aussi à ces aspects-là pour les membres du personnel qui cumulent les deux niveaux. Les temporaires, évidemment, pourront basculer en fonction accessoire en cas de dépassement de l'unité. Avoir les infos. Oui, bien sûr. Pas de problème. Alors, en ce qui concerne les experts et la possibilité de prester davantage que les 260 périodes années prévues, donc j'attire votre attention sur la circulaire 96-88 qui rappelle que les demandes doivent être antérieures, si possible de 2 mois, avant la prise d'effet de l'augmentation d'attribution pour l'année en cours. Les demandes doivent être motivées et introduites avec l'annexe A28 et le EA12 dans un second temps, le EA12, via JEDI. Donc, sans demande rétroactive ne seront plus validées puisque c'est un passage exceptionnel qui passe par le cabinet. Alors, en ce qui concerne les changements de cette année depuis janvier, donc vous savez que la partie MEDEX qui doit statuer sur l'aptitude au travail s'appelle désormais le CEMAT. Et le CEMAT peut rendre des décisions A3 qui signifie que le membre du personnel est déclaré temporairement apte au travail et peut débuter par des prestations réduites. Il vous appartient donc euh, de trouver des modalités pour pouvoir remplir cette condition. Je rappelle que c'est aussi votre qualité d'employeur en tant que pouvoir organisateur de convoquer vos membres du personnel que lorsqu'ils sont malades auprès de votre médecine du travail pour découvrir des possibilités de remise au travail adaptées pour ne pas attendre, voilà, euh, quand il y a des maladies de longue durée dans vos membres du personnel. Il y a une obligation fédérale qui s'est imposée aux employeurs depuis janvier 26. Même si c'est l'administration qui doit convoquer devant la CEMAT et seulement à partir du moment où le membre du personnel est tombé en disponibilité maladie. Nous devons également fournir évidemment tous les documents probants actuellement, donc soit la médecine du travail a reconnu que la personne n'était pas apte pour le moment à être remise en ses fonctions. À ce moment-là, il faut nous fournir donc ce document de la médecine du travail pour permettre de convoquer devant la CEMAT ou éventuellement déjà des essais avortés de trajets de réintégration. Alors, en ce qui concerne l'organisation, les échéances, donc nous avons toujours les dates limites de réception des documents et vous verrez qu'elles sont de plus en plus loin dans le mois. Donc 14 septembre pour le mois de septembre, c'est quand même voilà, très très tard. Donc n'attendez évidemment pas la dernière minute pour envoyer vos documents. Envoyez un maximum le plus tôt possible, mais évidemment des documents complets dans la mesure des possibilités.
Voilà, pour que nous puissions travailler au mieux pour cette rentrée prochaine. Alors, je rappelle aussi la circulaire 95-77 qui est parue fin août l'an dernier sur ce qui est attendu avec les casiers judiciaires modèle 2. S'ils ne sont pas vierges, l'estimation du, du problème, si c'est une infraction mineure ou majeure, et le fait de bien faire un PV d'audition le cas échéant pour adopter que vous êtes bien conscient de la responsabilité d'engager cette personne dans l'enseignement. Le casier judiciaire est donc bien demandé après chaque interruption de plus de 6 mois dans votre établissement. Alors, pour les expériences utiles, la valorisation des expériences utiles, je rappelle que comme il y a 2 niveaux d'enseignement, dans l'enseignement pour adultes, le processus n'est pas le même en fonction des attributions. Donc, pour les attributions du secondaire, de l'enseignement pour adultes, le membre du personnel doit s'adresser à Valexu, qui est une plateforme informatisée. Pour ces attributions dans le supérieur de l'enseignement pour adultes, c'est mon secrétariat, Madame Isabelle Cuvelier, qui assure le travail de communication avec les services de l'inspection. Et donc, on a une nouvelle adresse email qui est dédicacée uniquement à ces demandes-là, qui est inscrite ici. Donc, c'est val.ea.sup@cfwb.be. Et donc, les annexes sont fournies avec la circulaire de rentrée scolaire. Ce sont les annexes. Les numéros d'année. Je crois que ce sont dans les dernières de 25 à 30 ou quelque chose comme ça. Alors, ah oui, alors on voulait vous mettre en garde parce qu'il y a toujours des cas, et particulièrement chez WBE à Bruxelles. Si votre membre du personnel souhaite changer d'organisme bancaire ou de numéro de compte, il sait le faire donc sur son plateforme Mon Espace. Mais avec le bag switching, il doit s'opposer à la fermeture directe de son ancien compte et attendre d'avoir son premier versement sur son nouveau compte. En effet, s'il change son numéro de compte entre la période de fin de liquidation pour nous, donc la date à laquelle nous, on ne sait plus rien changer, et la fin du mois, eh bien, son traitement va partir sur l'ancien compte. Et à ce moment-là, si le compte est fermé, il faudra attendre que l'argent revienne chez nous pour le relancer sur le nouveau compte. Et tout le processus peut prendre une quinzaine de jours. Donc franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, en plus de toutes les tracasseries pour les uns et les autres. Donc il faut vraiment les mettre en garde contre un changement intempestif de compte, qu'ils ne ferment pas l'ancien compte avant d'être assurés d'avoir le traitement qui a été acté sur le nouveau numéro de compte. Alors, n'oubliez pas non plus de bien indiquer les codes DI. Les codes DI, ce sont des codes qui permettent et qui passent dans les différents organismes sociaux pour justifier les absences du membre du personnel. Donc, ça permet de savoir euh, ce qui se passe avec votre membre du personnel. Donc, c'est très important d'être le plus exact possible sur ces codes. Donc, toute la liste se trouve actualisée dans la circulaire. En ce qui concerne les codes RL10,
bien indiquer sur le doc 12 les codes fonctions, donc on vous les a répertoriés également. Alors, pour les définitifs dont les attributions sont déjà connues, euh, n'hésitez pas à renvoyer le doc 12 dès maintenant, sans attendre la rentrée, puisque à la rentrée, nous allons traiter principalement les temporaires euh, pour avoir le plus rapidement possible, pour qu'ils puissent avoir un paiement le plus rapidement possible. Voilà, donc alors nous avons aussi des nouvelles adresses génériques par niveau d'enseignement. Et donc pour l'enseignement pour adultes, c'est deno.ea@cfwb.be. Et donc si vous avez des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à nous en faire part sur cette adresse courriel. Et voilà, donc j'ai terminé, je pense, l'exposé des principales modifications de la circulaire de cette année. Et nous allons pouvoir procéder aux questions-réponses. Je vous invite, pour que tout le monde ne parle pas en même temps, de lever la main. Donc, vous avez une petite icône avec une petite main en haut de votre écran. Euh, c'est la deuxième ou la troisième icône que vous avez. Vous cliquez dessus